L'histoire a ses recoins sombres, des abîmes où la dignité humaine est broyée sous le talon de fer de l'Empire. Oubliez les contes édulcorés de la gloire romaine. Plongez plutôt dans la réalité glaçante de la défaite, là où les couronnes n'étaient que des fers, et les reines, de simples spectacles, offertes à la fureur de la foule. Lorsque les légions romaines écrasaient une armée, ce n'était pas la fin, mais le début d'une horreur méticuleusement orchestrée. Imaginez un instant, vous êtes une reine, souveraine d'un vaste royaume, respectée, crainte. Demain, vous ne serez plus qu'un bien, une chose sans droit, exposée à la cruauté la plus totale. C'est le sort qu'offrait la loi des nations, le redoutable ius gentium, aux vaincus. Ce principe juridique ancien était d'une simplicité brutale, d'une cruauté absolue. La défaite militaire transformait les êtres libres en propriété. Une ville tombait, une armée se rendait, et ses habitants devenaient légalement des esclaves, peu importe leur statut passé, même s'il était royal. Une reine n'avait pas plus de poids légal que le plus humble de ses soldats vaincus. Pour les citoyens romains, certains droits étaient sacrés. Fustiger un citoyen, un scandale. Exécuter sans procès, une insulte. Mais pour les captifs étrangers, qu'importe le sang royal, aucune protection n'existait. Ils pouvaient être brutalisés, exhibés, vendus ou tués, au gré de leur geôlier. La loi romaine ne faisait aucune exception pour le sexe, aucune pour la noblesse. Les lois des 12 tables, le plus ancien code romain, établi 5 siècles avant notre ère, le stipulaient avec une clarté effrayante. Les prisonnières de lignée royale, elles, découvraient que leur pouvoir d'antan ne valait rien, une fois les chaînes substituées à leur couronne. Les récits de Tacite, documentant le traitement de la royauté britannique vaincue, révèlent que les fonctionnaires romains n'hésitaient pas à abuser de ceux qui avaient jadis commandé des armées et rendu la justice, les dépouillant de toute dignité. La culture militaire romaine, forgée par des siècles de conquête, considérait les femmes capturées comme des butins de guerre. Si certaines prisonnières de haut rang pouvaient être logées dans un confort relatif en attendant une rançon ou des négociations politiques, la plupart étaient confrontées à une dégradation immédiate. La distinction entre prisonnières de guerre et esclaves n'existait que sur le papier. En pratique, la défaite dissolvait tout statut, laissant les reines captives vulnérables à des traitements impensables si elles avaient possédé la citoyenneté romaine. Mais la Rome antique ne se contentait pas de briser en secret. Elle mettait en scène la chute, transformant la victoire militaire en un spectacle public grandiose, où la royauté captive servait de pièce maîtresse. C'est ce que l'on appelait le triomphe romain. Lorsqu'un général recevait l'autorisation du Sénat pour célébrer un triomphe, les préparatifs commençaient pour une parade qui exposerait la domination de Rome aux yeux de tous. Le parcours s'étendait du Champ de Mars, traversait le Forum et montait jusqu'à la colline du Capitole, couvrant près de 4 kilomètres de rues bondées. Ces processions suivaient un ordre chorégraphié avec une précision diabolique, conçue pour maximiser l'impact psychologique. Musiciens et artistes menaient le cortège, suivis de chars transportant des peintures et des maquettes de cités conquises, de terres lointaines. Des animaux sauvages exotiques étaient traînés et enchaînés, offrant aux Romains un aperçu du monde inconnu que leur légion avait soumis. Puis venaient les prisonniers de guerre, marchant enchaînés au cœur du spectacle. Les souverains capturés défilaient en tête de la colonne de prisonniers, leurs vêtements royaux souvent laissés intacts pour souligner l'ampleur de leur chute. Des reines qui avaient commandé des armées traînaient désormais des chaînes devant des foules qui raillaient et célébraient leur humiliation. Le contraste était délibéré. En exhibant des monarques dans leurs plus beaux atours, mais ligotés et impuissants, Rome communiquait un message qui résonnait bien au-delà de ses murs. Aucun royaume n'était hors de portée, aucun trône ne garantissait la sécurité. Le cortège triomphal servait à multiples desseins. Il démontrait la puissance militaire romaine aux alliés potentiels comme aux ennemis. Il satisfaisait la soif de sang des citoyens avides de preuves visibles de victoire, et il offrait une scène pour la dégradation systématique de ceux qui avaient osé résister à l'expansion romaine. Pour les femmes captives de sang royal, le triomphe signifiait endurer le regard de milliers de personnes, dépouillées de toute dignité.
Le voyage durait généralement une journée entière, la procession avançant lentement pour permettre aux spectateurs d'observer chaque détail. Les reines captives parcouraient cette épreuve sachant que leur destin était en jeu. Certaines survivraient à cette journée, d'autres ne verraient pas le coucher du soleil. L'incertitude elle-même était une torture, forçant les vaincus à contempler leur doom imminent à chaque pas, à travers des rues bordées de Romains en liesse. Parmi elles, une figure se dresse, éclatante et tragique, Zénobie, reine de Palmyre. Cette femme avait bâti un empire, s'étendant de l'Égypte à l'Anatolie, défiant l'autorité romaine à travers l'Orient. Lorsque l'empereur Aurélien écrasa finalement ses forces en l'an 272 de notre ère et captura la reine alors qu'elle fuyait vers la Perse, il obtint bien plus qu'une victoire militaire. Il acquit le symbole parfait pour son prochain triomphe. L'Histoire Auguste, une collection de biographies impériales rédigées au IVe siècle, offre des descriptions détaillées de l'apparition de Zénobie lors du cortège triomphal d'Aurélien en l'an 274. Le récit, probablement basé sur des témoignages oculaires, décrit un spectacle conçu pour submerger les observateurs par son opulence et sa cruauté. Zénobie était parée de bijoux qui captaient la lumière du soleil, la transformant en un monument étincelant à la puissance de Rome sur les royaumes les plus riches de l'Orient. Mais ce furent les chaînes qui attirèrent le plus l'attention. Ce n'était pas de simples fers destinés à retenir. Zénobie marchait, liée par de lourdes chaînes d'or, si massives que des gardes défilaient à ses côtés pour aider à en supporter le poids. Le choix de l'or était délibéré. Ces chaînes symbolisaient la richesse même qu'elle avait commandée, désormais transformée en instrument de sa captivité. Toute sa personne était devenue une exposition ambulante de richesses conquises. Les sources anciennes notent que Zénobie maintint un calme remarquable tout au long de l'épreuve. Malgré le poids des chaînes d'or et les heures de marche lente à travers des foules hostiles, elle se tint avec dignité. Cette défiance même pourrait lui avoir sauvé la vie. Aurélien, impressionné peut-être par son maintien, ou calculant que son existence continue servait mieux ses desseins que sa mort, épargna à Zénobie l'exécution qui attendait la plupart des souverains captifs. Au lieu de cela, l'empereur lui accorda une villa près de Rome, où elle vécut ses dernières années. Certains récits affirment qu'elle épousa un sénateur romain et intégra la société aristocratique, ses filles épousant des familles nobles. Que cela ait représenté une miséricorde ou une forme plus subtile d'humiliation reste débattu. Zénobie passa ces dernières décennies comme un rappel vivant de la puissance de Rome, sa présence dans la société italienne une démonstration constante que même les reines les plus puissantes pouvaient être réduites à la dépendance romaine. Mais si Zénobie a connu l'humiliation d'une cage dorée, une autre reine, bien plus tôt, a enduré une brutalité si directe, si monstrueuse, qu'elle a embrasé une île entière. Oubliez la subtilité romaine, voici l'histoire de Boudica et de la fureur qu'elle a déchaînée. En l'an 60 de notre ère, le roi Prasutagus des Icènes, un peuple allié de Rome en Bretagne, rendait son dernier souffle. Pour protéger son royaume et sa famille, il avait élaboré un testament astucieux, pensait-il. La moitié de son territoire irait à l'empereur Néron, l'autre moitié à ses deux filles. Un compromis pour satisfaire Rome et préserver une fragile indépendance. Ce fut une erreur catastrophique. Les fonctionnaires romains, menés par le procurateur impérial Decianus Catus, ignorèrent purement et simplement la volonté du roi. Ils saisirent toutes les terres et propriétés, déclarant le royaume entier confisqué. C'était une trahison, une spoliation en bonne et due forme, un affront insupportable à la dignité royale. Lorsque la reine Boudica, indignée, protesta contre cette violation manifeste, elle fut confrontée à une punition qui démontra à quel point le statut royal n'offrait que peu de protection aux souverains vaincus. Tacite, dont le beau-père, Agricola, servit en Bretagne à cette période, a consigné les événements avec une franchise rare pour les historiens antiques traitant de tels sujets. Boudica fut soumise à une flagellation publique. La fustigation seule représentait une violation profonde. Battre un citoyen romain exigeait une justification légale et des garanties procédurales. Fustiger une reine d'un royaume allié, c'était un acte d'humiliation délibéré, un spectacle macabre destiné à écraser son esprit. Mais les Romains allèrent plus loin, bien plus loin. Les filles de Boudica, probablement adolescentes et certainement pas mariées,
furent outragés par des soldats romains. Tacite décrit ces assauts avec une économie de mots qui trahit sa propre horreur face à des événements qui violaient même les sensibilités romaines concernant la conduite acceptable. L'historien note que Boudica fut flagellé et ses filles outragées, plaçant ces crimes au centre de son explication pour la rébellion qui suivit. Ces abus n'étaient pas le fruit d'une violence aléatoire, c'était une dégradation calculée, conçue pour briser la famille royale et démontrer la domination romaine sur les Icènes. Le caractère public de ces crimes en multipliait l'impact. Ce n'était pas une violence commise en secret, mais une humiliation exécutée devant le peuple icène. En abusant la famille royale devant ses sujets, les fonctionnaires romains envoyaient un message limpide sur le sort qui attendait ceux qui oseraient remettre en question l'autorité impériale. La stratégie, pourtant, se retourna de manière spectaculaire. Au lieu d'écraser la résistance, l'abus de la famille royale enflamma une rébellion qui faillit chasser Rome de Bretagne. Boudica leva une armée qui détruisit 3 cités romaines, dont Landinium, massacrant des dizaines de milliers de citoyens romains et de leurs alliés. Tacite nous a légué un discours qu'il attribue à Boudica, où elle déclare qu'elle ne se bat pas en tant que reine, cherchant à préserver son royaume, mais en tant que femme, vengeant son corps abusé et l'honneur outragé de ses filles. C'était un cri de guerre, une promesse de sang pour le sang versé, et elle fut entendue. La rébellion s'acheva par une défaite, sur un champ de bataille inconnu, où la discipline et le positionnement tactique romain eurent raison des forces britanniques bien plus nombreuses. Tacite affirme que Boudica s'empoisonna plutôt que d'affronter la capture. Le sort de ses filles, lui, n'est pas consigné. Elles disparaissent des récits historiques après d'outrage initial. Leurs histoires, noyées dans le silence. La cruauté romaine, même après le spectacle du triomphe, ne connaissait pas toujours la clémence offerte à Zénobie. Pour beaucoup, la fin du défilé annonçait une descente bien plus sombre, une étape finale dans les entrailles de la capitale, l'exécution après les triomphes. Tandis que les processions triomphales serpentaient à travers Rome, montant vers la colline du Capitole, les souverains captifs savaient que leur voyage pouvait se terminer à la prison Mamertine, connue en latin sous le nom de Tullianum. Cette structure ancienne, nichée dans le versant nord-est du Capitole, servait de dernière étape aux ennemis les plus notables de Rome. Tandis que le triomphe continuait jusqu'au temple de Jupiter, où le général victorieux ferait des offrandes, les prisonniers condamnés étaient conduits à l'écart pour faire face à leur exécution. Le Tullianum se composait de 2 niveaux. La chambre supérieure servait de cellule de détention, mais le cachot inférieur, accessible uniquement par un trou dans le plafond, devenait la chambre d'exécution. C'est là, dans l'obscurité et la souillure, que les ennemis de Rome rencontraient leur fin. La méthode variait. Certains étaient exécutés par suffocation, d'autres étaient laissés mourir de faim. Le processus restait délibérément caché de la vue du public, se déroulant pendant que les foules célébraient dans les rues au-dessus. Vercingétorix, le grand chef gaulois qui avait unifié les tribus contre Jules César, connut ce sort impitoyable. Après sa défaite à Alésia en l'an 52 avant notre ère, César le retint prisonnier pendant 6 ans avant de le faire défiler à travers Rome lors de son triomphe en l'an 46 avant notre ère. Le chef gaulois, jadis vigoureux et imposant, s'était détérioré durant sa captivité, jusqu'à apparaître comme une figure brisée devant les foules romaines. Après la procession, il fut conduit au Tullianum et exécuté. Jugurtha, roi de Numidie, connut une fin tout aussi brutale après le triomphe de Marius en l'an 104 avant notre ère. Selon les récits anciens, lorsqu'il fut descendu dans la chambre inférieure du Tullianum, le roi devint fou de terreur. On le laissa mourir de faim pendant 6 jours, ses cris résonnant à travers les murs de pierre, tandis que Rome célébrait au-dessus. L'historien Plutarque a apporté ces dernières paroles, demandant, dit-on en plein délire, « Comme ce bain romain est froid ». Simon Bar Giora, un chef de la révolte juive qui s'acheva par la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, fut exhibé lors du triomphe de Titus avant d'être exécuté sur le site traditionnel du Forum. Joseph a documenté comment la procession triomphale fit une pause au temple de Jupiter, pendant que des messagers attendaient la nouvelle de l'exécution. Ce n'est qu'après confirmation de la mort du chef ennemi
que les cérémonies purent se conclure. Il faut comprendre que tous les souverains captifs ne subissaient pas une exécution immédiate. La décision revenait au général triomphateur et, de plus en plus, sous l'Empire, à l'empereur lui-même. Certains prisonniers s'avéraient plus précieux vivants, servant de symbole permanent de la victoire romaine ou d'instrument de négociation dans de futures tractations. Mais pour ceux qui étaient marqués pour la mort, le triomphe n'offrait qu'un sursis temporaire avant la descente dans l'obscurité du Tullianum. Ces récits, à la fois poignants et effrayants, révèlent une vérité fondamentale sur le fonctionnement du pouvoir dans le monde antique. Les systèmes juridiques qui protégeaient les citoyens s'évaporaient aux frontières de la conquête. La dignité accordée à la noblesse se dissolvait dans la défaite. Ces cas documentés, puisés chez Tacite, Dion Cassius et d'autres historiens anciens, nous forcent à confronter la cruauté délibérée ancrée dans la conquête romaine. La flagellation de Boudica, les chaînes d'or de Zénobie, les exécutions après les triomphes n'étaient pas des aberrations. Elles étaient des politiques calculées, conçues pour briser toute résistance et afficher la puissance incontestable de Rome. C'était une leçon pour les vaincus et un avertissement pour les potentiels rebelles. Derrière la splendeur des monuments et la grandeur des empereurs se cache la réalité brutale d'un empire bâti sur la soumission, où la vie humaine, surtout celle des étrangers et des vaincus, n'avait qu'une valeur relative. Ces histoires ne sont pas là pour juger le passé, mais pour nous rappeler la fragilité de la dignité et la nature souvent impitoyable du pouvoir. Elles sont un écho lointain, mais puissant, de ce qui peut arriver lorsque l'humanité est niée au nom de la domination. Apprenons de ces souffrances afin de ne jamais les reproduire.